Bonjour et bienvenue sur Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes et les coulisses des restaurants. En ce samedi matin, mon comparse Henri et moi, nous allons vous parler de camions. Oui, embarquons-nous dans les food trucks. Nous vous conterons leurs origines, leur fabrication, le plaisir de manger avec les mains, une recette de fish and chips, les plus connus des food trucks de la région havraise, et plus particulièrement Henri nous parlera d'El Chevrito. On ira faire un petit tour au Brésil du coup. Au Venezuela. Venezuela, autant pour moi. Parce que au Brésil c'est portugais, Michel. Ton accent espagnol est perfectible, hein. Mais bon, El Chevrito. Chevrito. Et nous finirons sur la brève histoire du sandwich, et on fera ça tous les deux. Alors le food truck, tout commence aux États-Unis où le concept est né des mains de Charles Goodnight sous le nom de Chuck Wagon. Alors me demandez pas pourquoi Chuck, je sais pas. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Durant la guerre de sécession, et en fait c'était pour accompagner les cow-boys qui accompagnaient les vaches, hein, ces garçons de vaches, hein, cow-boys, les colons qui faisaient la conquête de l'Ouest, et qui dit colonisation, il y avait la construction des chemins de fer. Donc ils avaient ce camion cantine. Il est probable que Chuck soit en rapport avec la viande, Michel. Parce que je suis en train de me dire que Chuck Flap c'est un morceau de viande. Donc à mon avis il devait servir des grillettes. Je pense pas qu'il servait des légumes dans ces camions-là à l'époque. Bouilli, hein, c'était la marmite. Des épées de maïs. C'était la marmite. Surtout des haricots, dans tous les trucs. Ensuite on a eu les lunch wagons qui sont nommés ainsi au 19e siècle. Et ça remporte un grand fort succès auprès des travailleurs parce que c'était les gens qui bossaient de nuit dans les grandes villes, Washington, New York, etc. Et ça a été donc les lunch wagons à cette époque. Et voilà, c'est comme ça qu'on comprend que dans tous les films américains, dès que t'as un western, t'as un camion, voilà, une diligence cantine, genre Lucky Luke, tu vois le truc quoi. Et aussi dans les films des années 50, 60, t'as ces fameux wagons dinner. Ouais. Et en fait, c'est le même principe, c'est pourquoi ces diners. Comme on appelle maintenant, on dit même plus wagon, c'est parce que c'est juste, tu prends un gros tracteur et tu remorques ça directement, quoi. C'est des grandes caravanes. Oui, parce qu'il y a une tradition chez les Américains de nomadisme, donc même souvent leurs maisons sont transportables, et c'est vrai que ces diners sont toujours en forme très allongée parce que c'est souvent fixé, mais c'est censé être transportable. C'était des wagons-trains directement, ils se faisaient même pas chier. Et après, ça c'est bien, c'est les États-Unis, mais en France, en fait, ça a démarré, en 1920, dans les années 20. Mais après, plus particulièrement en France, pour les camions les plus connus, c'est les camions à pizza. Ça, c'était à Marseille dans les années 60. Donc les 30 glorieuses, comme on disait, voilà, le pétrole, les grosses voitures. Dans le Nord, on avait les baraques à frites, avec les fricadelles, la sauce Piccadilly. Chez nos amis bretons, on avait la galette bretonne. Galette saucisse, voilà. Et en France, 1920... Pourquoi ? Parce que on sortait de la Première Guerre mondiale, et il y avait les restrictions de la guerre, et il y avait pas encore tout. Et donc il y a un préfet, Monsieur Alfred Morin, préfet de la Seine, qui a voulu lutter contre la vie chère déjà à l'époque. Comme quoi tout se répète, et il avait eu l'idée des friteries automobiles. Voilà, ça permettait aux Parisiens, entre autres, de manger pour pas cher, parce que la frite ça coûtait que dalle, et aussi on faisait des fish and chips déjà à l'époque parce qu'il fallait relancer la pêche, l'industrie de la pêche en France dans les années 20. Après ça c'est sympa, c'est la petite histoire. Alors combien ça coûte un food truck ? Alors là je me suis baladé sur internet, il y a des entreprises normandes dans le tas. Alors je citerai pas de nom d'entreprise, mais ça coûte, alors d'occasion c'est entre 20 000 et 50 000 euros. 30 000 et 50 000 euros. Équipé ou juste la structure ? Aménagé, ça c'est d'occasion. Généralement on a quoi ? Un bain de friture, une plancha, des chambres, ça dépend frigo. Ça dépend du type de camion. Ça peut être un camion à pizza, ça peut être un sandwicherie, donc il n'y a pas de matériel de cuisson, sauf peut-être pour un hot dog ou un truc comme ça. T'as aussi celui de la plage, donc gaufre, congélateur pour faire les glaces. Enfin, c'est vraiment selon l'activité, oui. Ouais. Et après neuf, alors là, par contre, ça s'enflamme, ça démarre à 50 000 euros et ça peut monter jusqu'à des 160 000 euros le camion.
Alors ça, là, on parle de camion, parce que tu peux aussi acheter juste la remorque. Alors ça, ses avantages, ses défauts, il y a plein de coûts. Alors tu me demandais, c'est quoi ces différences de prix ? C'est selon la taille déjà, si tu prends une remorque ou un camion. Le type d'énergie, si t'es à l'électricité ou au gaz, là-dessus. Les normes en vigueur au niveau de l'hygiène et de la sécurité, parce que HACCP, voilà, donc faut quand même, on nourrit des gens, donc faut que ça soit impeccable, et faut pas que ça leur pète à la tronche pendant qu'ils sont en train de bosser. Et le type de cuisine et le type de cuisson. Donc tu disais, voilà, il y a le mec qui peut faire que de la plancha, des frigos derrière lui, et ainsi de suite. Dans les normes, faut un point d'eau pour pouvoir se laver les mains quand même à un moment ou un autre, même si on diffère la vaisselle plus tard, et il y a très peu de vaisselle dans ce genre de truc. Voilà, les prix, ça va super loin, et en fait, les entreprises, j'ai regardé comment c'est fait. T'as genre une boîte X qui va acheter un châssis de camion où t'as que la cabine de conduite et le châssis derrière nu, et ils font en fait la cabane qui est posée dessus, la caravane qui est posée dessus. Et là, tu choisis ton type, si ça peut être spécialité poisson, ou d'équipement. Puis, ce qui fait monter la facture, c'est évidemment l'équipement. Mais en fait, 160 000 €, ça paraît beaucoup, mais c'est pas, quand tu regardes, parce qu'on a souvent l'image du food truck qui est un peu le panier à salade avec 2-3 personnes qui travaillent dedans. Mais quand tu regardes les fêtes foraines. Une caravane, une baraque à frites, c'est une vraie caravane. Les grandes food trucks des fêtes foraines où ils font les croustillons, les frites, etc., etc. Tu as vu le linéaire que c'est énorme, hein, donc 160 000 €, c'est pas déconnant, non. Alors, faire gaffe, parce que après, je me suis renseigné, je l'ai pas noté, mais faut savoir que il y a plein d'autorisations. Alors déjà, faut un cuistot, hein. Faut être diplômé quand même à un minimum. Faut être inscrit à une chambre du commerce ou de l'industrie ou de l'artisanat. Avoir son permis, c'est pas mal aussi. Voilà, son permis aussi, parce qu'il y en a qui l'oublient. Faut des autorisations auprès de la préfecture en tant que marchand ambulant. Et on pose pas son camion n'importe où. Il faut des autorisations municipaux. Voilà, faut demander à la mairie, bonjour, je voudrais poser mon camion près du parking. C'est pour ça qu'en général, ils ont d'ailleurs les mêmes, soit ils sont fixes, alors c'est pas trop le principe du food truck, mais il y en a qui ne bougent pas, ou sinon ils ont les mêmes, ils sont le lundi quelque part, le mardi, et ça selon les semaines, mais toujours un peu les mêmes emplacements qui sont récurrents, quoi. Ouais, enfin voilà, tu vois le délire, c'est ça. T'as envie de te lancer là-dedans, Michel, toi? Non, du tout, non. Okay. Non, je trouvais que t'étais pas assez occupé. Tu t'appelles en hiver dans les camions, hein, faut pas croire. Regarde, ils font souvent une pause, hein, la plupart, hein. Ou alors ils migrent dans le sud, ils prennent leur camion. Tu te en hiver, à mon avis, si tu fais une broche à kebab avec des bains de friture, je pense que t'as chaud quand même. Ouais, t'es pas mal. Enfin, j'en ai vu pas mal avec les grosses doudounes. J'ai toujours trouvé du mérite, tu sais, les gens qui font les marchés comme ça, qui pleuvent, qui gèlent ou pas, ils sont toujours dehors avec leur brocante là. Ah bah oui, le marché, c'est un truc de courageux. C'est tôt le matin, charger le camion. Puis le vent qui est ton ami aussi quand t'as des bâches. Ah ouais, les tonnelles, les petites tonnelles pour protéger les fringues et tout, que tu vois s'envoler, ouais, c'est pas mal, quoi. Mais quel plaisir de manger, de se taper un fabuleux sandwich, de manger avec les doigts, avec le gras qui dégouline du bout des doigts, mon cher Henri. Oui. T'avais un petit sujet là-dessus. Tu sais manger avec les mains. On aime tous manger avec les mains, et puis tu sais que la science nous a prouvé maintenant avec pas mal d'études, une récente de l'université de Birmingham, mais pas mal d'autres avis qui viennent conforter ce qu'on savait déjà un petit peu, c'est que c'est bon pour la santé. Et à tous les âges, les petits, c'est pas mal de leur faire manger avec les doigts certaines choses, parce qu'ils peuvent avoir plus conscience des goûts, des odeurs, des couleurs, des sensations aussi tactiles qui comptent dans la cuisine, et ça régule pas mal leur appétit. Finalement, les couverts peuvent introduire une espèce de distance dont on sait qu'elle n'est pas forcément bonne. Et pour les personnes à l'autre bout de la vie aussi, les personnes très âgées, les hôpitaux de Rennes, de Nancy ont fait depuis 2013 des expériences sur le manger main, et on se rend compte que pour les patients atteints d'Alzheimer, pour leur plaisir, y compris la façon dont ils se régulent leur appétit, etc., c'est positif. Donc il y a du plaisir, et c'est bon pour la santé. D'ailleurs, tu vois que dans pas mal de cultures, on mange à la main. En Inde, on mange principalement à la main. Dans tout le continent africain. En Asie, beaucoup aussi. Et on a à la fois une sensation agréable, mais on a aussi, encore une fois, des effets bénéfiques pour la santé. Donc, je trouve que d'ailleurs, on mangeait à la main jusqu'à Louis XIV. Tu sais que à la cour de Louis XIV,
Il y avait des fourchettes, mais pratiquement personne. Lui-même ne pouvait pas, parce qu'il avait des dents totalement pourries et un trou dans le palais. C'est authentique. Donc Louis XIV mangeait avec ses doigts. Et c'est vraiment aussi avec des Lumières un peu plus tard qu'on a commencé. François Ier qui a introduit la fourchette. Et encore, vraiment la façon dont tout le monde s'est servi des fourchettes, c'est le siècle des Lumières. C'est à partir de 1800, un peu avant 1800. Mais avant, on mangeait à la main et on s'en portait pas forcément plus mal. Donc on peut se dire que c'est pas sale, parce qu'il y a toujours cette idée, tu sais que manger avec les doigts, mange pas avec tes mains. Il y a des règles de bienséance encore aujourd'hui. Je donne un truc hyper simple, le plateau de fruits de mer. Moi, je me vois pas décortiquer mon bulot avec un couteau et une fourchette, quoi. T'es bien obligé de l'attraper à la main, il faut toucher. Une épingle. Voilà, tu vas manger un tourteau, tu vas manger une étrie. Et le hamburger, on aura nos amis du container hamburger. Je trouve qu'un hamburger, c'est un sandwich, ça se mange avec les mains. J'ai jamais compris cette idée de manger un burger avec des couteaux. Parce que généralement, les gens enlèvent le pain du dessus, et puis ils coupent le steak. Je comprends pas cette idée. C'est français, je pense que c'est français. Je comprends pas. Pour moi, c'est aussi absurde que tu prends un jambon beurre et puis tu le mets dans une assiette avec une fourchette et un couteau. Ça se mange avec les doigts. Et le burger, le plaisir, c'est que ça dégouline un peu, c'est que on le sert, le pain est chaud, c'est brioché, c'est très agréable à toucher un burger. Donc non, mais c'est rien que la forme est suggestive du burger. Exactement. Mais pour revenir sur le manger main, même dans les règles de bienséance, si je me rappelle de bouquins qui datent des années 1900, 1910. C'est ma grand-mère qui me racontait ça. Si on te servait une volaille non désossée, tu la mangeais avec les mains. On peut manger avec. On t'apporte un rince-doigt à la table. Oui, puis avec. Alors, il y a des. Dans les règles de l'étiquette, on doit manger un petit peu proprement avec les mains. On peut pas attraper à pleine main son os de côte de bœuf, mais on mange quand même. C'est même permis, en effet, à la cour d'Angleterre, on peut prendre son os de volaille entre deux doigts. Voilà. Entre deux doigts. Très chic, avec le petit doigt en l'air, mais c'est possible. Mais au-delà de ça, oui, je trouve que on doit vraiment se comprendre qu'à la fois pour des raisons de plaisir, mais des questions de santé. Y compris on a un problème d'obésité aujourd'hui parce que quand on mange avec les mains, on peut aussi quantifier ce qu'on mange dans les mains. Tu sais, par exemple, telle quantité de protéines, etc. Avant de faire son repas, on peut prendre une poignée de noix. Ça veut dire quelque chose, une poignée de noix. C'est plus direct qu'une balance. Comme ça. Donc on peut maîtriser ses quantités et on peut aussi, encore une fois, avoir directement le plaisir de la satiété et donc réguler aussi son appétit. Donc il y a vraiment beaucoup d'avantages à manger avec la main. Moi je reviens sur les enfants, tu disais, mais c'est aussi la psychomotricité, c'est-à-dire l'utilisation des doigts, le fait de pincer, d'attraper, de serrer plus ou moins. On apprend aux enfants en même temps. Faut pas oublier que manger, c'est pas que le goût, c'est aussi le toucher. Au niveau du palais, mais aussi au niveau des mains. Ça fait partie des sens, donc on comprend très bien que voir son repas c'est agréable, écouter une casserole qui chante, mais toucher ça fait partie des sens, et donc je trouve qu'il y a vraiment un bénéfice et un plaisir. D'ailleurs maintenant on a la finger food, ça désigne tout ce qu'on peut attraper avec les doigts, et quand tu fais un apéro entre copains, c'est sympa de rattraper une rondelle de saucisson, une olive. Tout ça on le fait avec les apéros. On n'a pas de gêne d'attraper les carottes avec les doigts, quoi. Et tout à l'heure tu disais le burger se mange avec les mains, et moi j'ai regardé un petit peu, et un truc en fait je viens de découvrir, c'est que les sushis normalement se mangent avec les mains. En fait ça revient à un truc, c'est que les yakuza jouent beaucoup au mahjong, au jeu d'argent, et qu'ils voulaient bouffer mais sans quitter la table de jeu. On en reparlera plus tard sur une autre personne. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé ? Les maquis, les fameux maquis. La petite feuille d'algue est là pour pas que le yakuza se tâche les doigts, et en fait les sushis normalement se mangent avec les doigts. Alors que nous on essaye de se bagarrer pendant 3 plombes avec nos baguettes. Toi t'essayes, parce que moi je les mange avec les mains depuis longtemps. Non, moi je lutte encore. J'aime bien m'adapter à la culture. Tu m'avais dit que tu savais pourquoi au niveau des pays arabes on mange que de la main droite ou de la main gauche, je sais Alors plus. moi normalement des pays arabes, si il y a des préceptes religieux et on mange même avec 3 doigts les trois premiers, c'est très précis, parce que sinon c'est quoi ? Alors déjà la main gauche est impure. Donc on mange de la main droite. On mange de la main droite et avec 3 doigts. Ça vient des préceptes du Coran, des choses comme ça qui sont
tout à fait précis là-dessus. On met pas les doigts dans la bouche, ça j'ai un ami qui m'a appris. C'est en fait on pousse avec le pouce l'aliment dans la bouche. Oui, alors eux, ils ont dans les pays arabes, etc., quand ils mangent la semoule, etc., ils ont cette habitude-là, donc c'est vrai que c'est extrêmement même beau à voir, c'est-à-dire que c'est très précis. Nous, c'est vrai que si on met la main dans un saladier de couscous, bon, c'est pas... Il déclenche une intifada et c'est voilà. tout. Et puis il faut savoir le faire. Il y a aussi une façon mais c'est pas du tout, enfin, contrairement à l'idée reçue, cette idée que ça serait sale ou inconvenant, c'est vraiment un truc culturel que malheureusement on dit toujours aux enfants, mange pas avec tes mains. Il y a certaines choses, mais c'est pas sale en soi. Enfin, je veux dire, toucher sa nourriture. Se laver les mains déjà. Avant et après, mais en soi, quelle que soit la nationalité, on se lave les mains avant. Ça n'a rien de sale du tout de manger avec ses mains, et c'est pas plus logique. Enfin, c'est même plutôt antinaturel d'avoir des couverts. Alors après, on peut s'adapter, être pragmatique, ça dépend de ce qu'on mange. Oui, mais... voilà, ouais. Parce que moi, la côte à l'os directement en mode Cro-Magnon, ça va pas passer. Finalement, je suis plus sauvage que toi, en fait. Je me rends compte. Ouais, je l'ai fait sur un sanglier une fois. Mais enfin ouais non, franchement sympa. Je te propose, on va se faire une petite pause musicale avec Beautiful People des Black Keys sur West Track Radio. Just a friend on the wind, seeking shelter. There's a crack in the sky and a light from on high, and higher when I'm with her. Never coming back. All those beautiful people say hey. All those beautiful people say hi. All those beautiful people say yeah. I'm telling you why. All those beautiful people say hey. All those beautiful people say hi. All those beautiful people say yeah. I'm telling you why. Never coming back. All those beautiful people say hey. All those beautiful people say hi. All those beautiful people say yeah. I'm telling you why. All those beautiful people say hey. All those beautiful people say hi. All those beautiful people say yeah. I'm telling you why. Voilà, on s'en lèche les doigts, un petit truc gay, je t'ai choisi un petit morceau gay, voilà, un truc qui nous pulse met un peu, en ouais. bonne humeur. Ouais. Et à propos de se lécher les doigts, c'est dans les recettes comme ça, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, le fish and dish, Chips. voilà, chips. J'ai dit quoi? Fish and dish. Non, fish and chips, un lapsus. Mais donc voilà, je t'ai trouvé une recette, j'ai choisi celle de Gordon Ramsay. Oui. Parce que je me suis dit qu'il était bien calé dans ce domaine. C'est quand même moi j'aime bien le mec. C'est un très, très bon chef. Après, parfois je me méfie des chefs, si tu veux, gastronomiques qui font des recettes plutôt populaires. Il faut voir s'ils n'essayent pas de twister ça, comme on dit aujourd'hui, de faire quelque chose un peu trop fancy. Mais dis-moi, je t'écoute. Voilà. Alors je vais te donner d'abord les ingrédients. Il va vous falloir 120 grammes de farine, 175 d'eau de cabillaud. Donc déjà le poisson il est choisi. 15 centilitres de bière, un blanc d'œuf, 2 cuillères à café de curry en poudre,
une cuillère à café de levure, une grosse pomme de terre et de l'huile de tournesol pour la friture. Oui, bah donc c'est tout à fait classique. En fait, ce que Ouais, tu es en train de c'est- raconter, c'est une pâte à beignet, parce que Voilà. avant que tu en dises plus, le fish and chips, c'est du beignet, c'est pas de la panure comme souvent on le fait en France. C'est exactement ça, c'est une pâte à beignet. Et donc, pour cette pâte à beignet, alors déjà, on va faire chauffer son huile tout doucement à feu doux pour la mettre en température, hein, parce qu'une fois que c'est prêt, on plonge directement notre poisson. On va battre l'œuf, le blanc d'œuf en neige. Dans un saladier, on va mélanger la farine, la levure, le curry, la bière. On va détendre à la bière. Alors, ça ramène des levures. Je sais pas si ça vaut le coup de rajouter de la levure. Moi, quand je mets de la bière, je mets pas de levure. Bah, ça fait un peu double emploi. C'est vrai Ouais. que la bière a déjà de la levure, donc normalement ça gonfle bien. Mais bon, après, Voilà. comme ça, on est sûr de son coup au moins. Ensuite, on incorpore les blancs en neige à notre pâte. Là, on farine le dos de cabillaud. Alors, pourquoi fariner ? Moi, je sais, c'est pour que la pâte à beignet elle colle bien Adhère sur bien, le poisson. Sinon, voilà, on met notre poisson dans le saladier, on enrobe bien. Alors, moi, je fais ça avec une écumoire, c'est plus facile pour enrober les produits. Et ensuite, on dépose dans notre matière grasse et on laisse cuire jusqu'à temps que ça devienne or, une petite couleur Ouais, ouais. bien or. Un petit brun un peu blond ambré, quoi, joli. Voilà, et une fois qu'on a cuit notre poisson, on le réserve au chaud. Et on garde notre huile de friture, et là on balance nos pommes frites qui vont prendre en plus le goût du poisson et un petit peu de la panure, quoi. Ouais, mais Truc bien gras. t'as oublié un truc quand même. Ah, là. j'ai oublié quoi ? Bah, une petite sauce tartare quand même. Voilà, pour accompagner une petite sauce tartare. Alors, on va expliquer comment on fait une sauce Ah bah tartare. vas-y, je te laisse. Alors comment tu ferais toi ? Bon, une sauce tartare pour moi c'est une... En général moi ce que je fais c'est un peu comme une rémoulade, c'est-à-dire que je monte une mayonnaise assez ferme, Ouais. je la détends un peu avec de la crème épaisse parce que j'aime bien le bien. côté Ah, crème épaisse. Non, crème, ça, je fais pas. crème double pour avoir vraiment au cas où c'est pas assez gras. gras, ouais. Non mais cela dit quand on fait que de la mayonnaise c'est un petit peu voilà, moi j'aime bien une grosse base de mayonnaise bien ferme, un petit peu de crème double pour la détendre entre guillemets, et après un peu comme une gribiche, moi je mets cerfeuil, estragon, des capres hachés, cornichons hachés, Pas tout poivre, pareil. pas mal de poivre, et puis Ouais, les poivre herbes, du les moulin. Moi j'aime bien le poivre du moulin. poivre du donc moulin, ça croque. les herbes qu'on a sous la main, ça peut être de la ciboulette, c'est un peu comme le principe de, tu sais, la cervelle de canut, la spécialité lyonnaise où on met, voilà, mais on ça- peut vinaigrer un petit peu à la fin pour donner du peps, ou mettre une cuillère de moutarde aussi. Enfin voilà, une sauce qui a un peu de j'allais dire caractère. un peu de caractère. Je dis un peu de cul moi quand je parle de cuisine. La sauce qui a du cul, ça veut dire voilà, c'est pas fade. Il faut quand même parce que comme on a du gras avec le beignet et la frite, c'est bien que la sauce tartare, Acidité, ouais. elle soit un petit peu acide, elle soit un peu vinaigrée, elle soit un petit peu, qu'elle vienne te réveiller un petit peu. Parce que si tu fais une mayonnaise simple, c'est vraiment pas bon, quoi. Parce qu'il faut pas oublier qu'à Londres, en Angleterre, on a tendance à manger les frites comme dans le Schnorr, avec un petit filet de vinaigre, genre Voilà. vinaigre d'échalote. Et on peut citronner le Voilà. poisson aussi pour réveiller tout ça, parce que sinon, voilà, c'est pour ça que, voilà ma recette de la sauce tartare, donc Non mais ouais, Là, je suis c'est pareil, on est pareil. Sauf C'est que juste je la mettais crème pas de double. crème. Il y a juste la crème qui m'a Ça, c'est- perturbé, ça, c'est- mais c'est pas mal, ouais. ça c'est ta prudence. Mais- Et ouais, en parlant de notre recette de fish and chips, je sais pas si tu l'as encore en mémoire, tu m'avais parlé d'un fish and chips que tu allais manger il y a 2 semaines. Oui, bah, Le Seaworld. alors, comme je suis pas encore gâteux, si tu veux ce que je t'ai dit il y a 2 semaines, je me rappelle Ça va. encore. C'est alors le nom, je m'en suis jamais Ouais, souvenu. parce qu'il toujours pas. Bon, tant Il est pis. toujours accroché dehors, donc ça non. Mais par contre, il est toujours au même endroit, donc du lundi au samedi, sauf le mardi, à l'entrée des 8 fermes à Gainesville. Voilà, ouais, c'est le fameux camion bleu, on avait dit. Le camion bleu, il y a voilà. le camion rouge dont on va parler tout Eh à ben l'heure. voilà, bah non, c'est on les en parle transitions, maintenant, putain. bah on oui, je fais des on améliore nos transitions, transitions, le camion. En plus, t'es en rouge, t'es venu pour ça. Ouais, non, mais ça, c'est des aspirations. Bon, autre. Ouais, le camion rouge à Coquerioville. Oui, bah alors ça, c'est une institution, C'est une Michel, institution. tu connais, hein. Ouais. Je sais, voilà, je sais plus le nom de la grande surface à côté. Bon, on va pas leur faire de pub, surtout. Ah, enfin, voilà, c'est. voilà. Mais surtout, c'est qu'ils lui ont fait carrément son emplacement, quoi. Tellement que ça fait plus de 25 ans qu'il est là. Ouais, j'aurais dit presque 30. C'est Je cherche Kader son qui prénom. fait des pizzas. Kader, ouais. qui Moi, fait je l'appelle des- Tahiti Bob. C'est quand il se laisse pousser les cheveux. Ah bah oui, oui, il a pour une ceux belle. qui regardent les Simpsons. Une belle coupe de cheveux. Il fait des pizzas dans son camion au feu de bois et je trouve. Ah, il travaille halal, mais par contre, c'est top, quoi. C'est très très bon. Ça a un goût de fumée, voilà. Il en fait des dizaines. Oui, c'est vrai qu'il n'y aura pas de charcuterie de cochon, mais moi je trouve que voilà, Ah, il sait très bien faire tout le reste. il fait tout le voilà. reste. Et puis on a du jambon de dinde, des choses comme ça. Honnêtement, ce qui fait la grosse qualité, je trouve, c'est vraiment ce goût. Bah, tu connais ça, toi, t'es spécialisé de ça, mais le goût du feu de bois, Ah, bah, ne c'est- serait-ce que de la tomate, de la mozzarella et un peu d'origan et de basilic, il n'y a pas besoin de. Ouais, voilà, la basique, Voilà. la reine. Ouais, donc ouais, camion à pizza. Alors, il y en a un autre, c'est
Pizza Délice, je sais plus son nom. C'est un camion blanc, vous pouvez pas le rater. Il y a une cheminée, il roule et ça fume en même temps. Il fait au feu de bois aussi. Ouais, il fait au feu de bois et c'est génial parce qu'il C'est allume S-Délice, son ça, four. non, c'est pas ça. Non, c'est un un grand Pizza chose. Délice. Pizza Délice. Et c'est le camion, il est terrible parce que quand tu roules sur la voie rapide et que tu vois un truc, tu dis c'est un truc à vapeur, c'est quoi ce truc-là? Ça fume en roulant. En fait, il a un four spécial où il peut faire du feu en roulant, quoi. Donc quand il arrive, le four est chaud. Ouais. Ça c'est génial. Il On est pousse sa d'accord, graisse. Michel, tu connais ça, tu fais ça dans ton restaurant. Le feu de Ouais. bois, c'est quand même incontournable. Enfin, C'est magique. Tu fais plein de trucs avec ça. Ouais. Non, mais je veux dire, pour la Les pizza, je pizzas, trouve que les c'est pas. volailles, Moi, tout. j'ai des souvenirs dans le sud quand on mangeait les pizzas, c'est toujours au feu de bois. Ça- Ce ça petit va goût de plus fumée. C'est une énergie renouvelable, ça va Oui, plus et vite. ça donne du goût. Et ça donne du goût, ouais, ça parfume. Ouais, je fais aussi tu peux faire des volailles là-dedans, voilà. Il y a plein de trucs rigolos, quoi. Tu fumes et tu rôtis en même temps. Mais on va pas parler de chez moi, ça compte pas. Qu'est-ce que je vous ai trouvé comme, oui, bah, tu disais S-Délice, ouais, aussi, camion à pizza, camion. Ils ont plusieurs camions, ils font beaucoup, c'est plus traiteur, mais c'est des vrais camions qu'on peut avoir, chez soi aussi. Il faut pas oublier, c'est, même le conteneur à burger, hein, vous Oui, on pouvez peut les appeler pour des événements c'est privés, mon des choses comme ça. anniversaire, on est 40, 50, hop, ils amènent le camion et ils font Ouais, les événements. C'est vrai que les privés. gens y pensent pas, mais pour des fêtes, ça peut être très sympa hein, de Ah ben, privatiser c'est des traiteurs ambulants, hein, faut pas oublier, ça peut être sympa, quoi. Voilà, les 20 ans du petit, on invite tous les beaux Il filles. n'y a pas de vaisselle à faire, il y a pas de tout le monde est parce que souvent quand on fait des fêtes, il y en a toujours un qui se colle à faire le barbecue ou le machin, il est pas trop présent et donc là c'est sympa, on est Ouais, généralement ça finit cramé sur le barbecue, quoi. La merguez caoutchouc. Alors voilà, on a la chance d'être avec le conteneur à burger. Bonjour les gars. Salut. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Alors présentez-vous un petit peu. Il y a Marco et Anthony. Anthony. C'est quand la dernière fois qu'on s'est parlé? C'était il y a quelques années, je crois. Hein, C'est ça, il y a 2 ans, là ça va faire 3 ans du food truck au mois d'avril. les 3 ans du food truck. Ah ouais, cool. Ouais. Ça a commencé comment cette histoire, cette idée de food truck? C'est Anthony qui s'était lancé avec un food truck en Guadeloupe. Et qui, avec le Covid, a eu des difficultés là-bas. Donc quand elle est revenue, il m'a proposé, vu que je suis son ami d'enfance depuis qu'on a 10 ans. Et du coup, moi j'ai quitté mon emploi à Leclerc et on s'est lancé dans l'aventure. Ouais, belle aventure, hein, parce que on vous voit un peu partout. Hein. Moi, je vous ai croisé au rue de Paris pendant un marché nocturne. Je vous ai croisé au West Park Festival. On vous voit un petit peu partout, au pied des Ça, entreprises. sur les marchés nocturnes, sur les repas d'entreprise le midi. Maintenant, on est à Sainte-Adresse aussi un mardi sur 2. Ouais, parce que souvent, on vous trouve à Pleumont, c'est ça? À Intermarché à Pleumont le vendredi soir. Ouais, voilà, vous avez un emplacement. Vous payez pour l'emplacement? C'est ça, on a un accord avec Intermarché, vu qu'ils font de la viande normande, on a un accord avec eux sur les achats. Ah, c'est bien. Viande normande, voilà. Ça c'est Ah, bien. vous- Et est-ce qu'on peut trouver justement sur la page Facebook les emplacements où vous serez pour savoir exactement les dates et les lieux où on peut vous trouver? Où est-ce qu'on a Alors, cette information? Tous les lundis sur les réseaux Insta, Snap et Facebook, on publie notre planning et le burger du moment. C'est Le quoi, burger de la semaine. c'est quoi en ce moment par exemple alors le burger du Cette moment? semaine, c'est un burger très demandé, c'est le porc effiloché, avec une cuisson de 8 heures dans la sauce barbecue au four à basse température. Ouais, c'est un pulled pork, ça, ce qu'on appelle. C'est ça. Ouais, donc. Ouais, nous n'en parle pas trop parce je commence à avoir une petite. Il a déjà les crocs. Il est pas encore midi. Ouais, donc le food truck, là où vous déplacez, est-ce que c'est compliqué la mise en place? Vous faites ça dans le camion ou vous avez un endroit Alors, où... Au Ouais. départ, on faisait tout au camion, Mhm. tout dans le camion, donc on arrivait 3-4 heures avant sur chaque emplacement pour tout préparer. En fait, le plus long, c'est la mise en place et la préparation. Le service en lui-même, c'est que 1 heure ou 1h30, mais la mise en place, c'est 4 heures avant. C'était le fameux pharaon tout en camion. Oh, mon Dieu, il l'a fait. Et là, du coup, qu'on se développe et qu'on a un deuxième food truck qui se lance le 1er mars, on a investi dans un laboratoire où on peut préparer aussi... Ah, mais non, métallisé. vous avez un labo, ouais. Parce que je sais C'est que ça se faisait chez papa des fois, et qu'à un restaurant sur le Havre, il n'y avait pas une histoire comme ça? Ah, je connais pas cette histoire. Non, non. Non, c'est pour rire. Alors moi j'avais une question. Michel me dit que vous avez vendu, je crois, un record là pour le marché nocturne de la rue de Paris. Et il m'a parlé de plusieurs centaines de burgers. Et je me dis comment pour stocker, vous avez une chambre froide déportée dans ces cas-là ou comment vous avez tout dans les frigos du camion? Comment ça se passe que ça Non, part sur les gros événements, on prend une chambre froide en plus. D'accord.
Donc, Et du coup, effectivement, avec l'organisation, et puis maintenant, au bout de 2 ans, on arrive à faire 150 burgers à l'heure. Ah ouais, d'accord. Donc ça c'est monté. Votre record à ce jour, c'est combien sur une soirée? C'est ça. C'est à West Park, c'était 180 burgers sur 1 heure. joli, C'est hein. énorme, oui, d'accord. Ah, Il tu vois. faut pas rester les mains dans les poches. Alors, Là. je tiens à le dire, c'est que tout est frais en plus hein, chez vous. Hein. C'est les Tout est frites. prêt, tout est fait maison, les frites sont faites maison, les pommes de terre, on les a à Pécan, tous les salades à Octeville, on a tout en circuit court au maximum. Et le pain? Le pain du boulanger au Cornil de Saint-Vincent, Bah voilà, faut le dire. Ouais, voilà, c'est même le pain est frais, quoi. C'est pas sorti frais. d'un sac plastique dégueulasse. non. Et alors les prix, est-ce que tu peux nous dire, il faut débourser combien chez vous alors pour avoir un burger avec une frite, une boisson? Alors, pour des burgers maison et des frites maison, c'est moins cher que les grandes anciennes de fast-food. On est entre 7 et 12 euros pour la formule burger frites. Ouais, c'est vraiment pas cher, hein. Pour des Ouais, produits et de je te qualité. jure que ça tient la route. Hein. Moi, j'en mange qu'un, je suis calé. Et pourtant, j'ai un physique. Hein. D'accord. Donc quand on va manger pour plus cher dans les marques qu'on ne citera pas, on peut Voilà. dire vraiment qu'on se fait avoir, quoi. Voilà. Pour pas dire plus. Il y en a une où il y a quand même 13 ingrédients dans les frites, quoi. Quand même, c'est balèze. Hein. Ouais. Que là, je suis sûr que c'est beaucoup plus succinct et nettement meilleur. Enfin, ouais, c'est cher. Et en placement, donc nouveau camion. Du coup, vous embauchez ou vous divisez l'équipe? C'est ça, on est en recrutement là actuellement. Après, c'est un peu compliqué en ce moment le recrutement, donc on espère trouver la bonne personne pour le 1er mars. Ah bah, je vous le souhaite aussi. Hein. Passer des annonces, hein, on sait jamais. Qu'est-ce que vous recherchez, un cuisinier, un quoi Nous, c'est des employés polyvalents, hein, parce qu'on fait tout. Ouais, d'accord. Même nous, on est à la caisse comme on est en cuisine, au ménage, à la vaisselle, donc D'accord. Ah, des c'est un vrais, travail d'équipe. des vrais cuisiniers, quoi. T'sais, les mecs qui font tout, quoi. Et Du sol au transmettez-nous l'annonce d'emploi, comme ça on la plafond. passera. Ouais, je la mettrai sur la page de la radio. Il y a quand même une belle On vous envoie communauté. Bah voilà. Merci Anthony, merci Marco, c'était vraiment sympa. Merci de nous avoir expliqué Merci un à peu toi, ouais. ce qui se passe dans un food truck. C'est Et très longue gentil. route à vous pour le deuxième camion. Ouais, et merde, beau merde, succès, merde, bravo pour le sourcing de produits locaux, parce que c'est vraiment important de faire ça, y compris de faire comprendre qu'on peut avoir des beaux produits, même dans la restauration entre guillemets rapide. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, au revoir. À bientôt, merci, au revoir. Voilà, c'était le conteneur à burger. Sympa, quoi. Hein, Bah écoute, je connais pas, j'ai pas encore été dîner ou déjeuner. Je vais amener mes enfants là-bas, je pense qu'ils sont très contents. Ça a l'air plutôt de qualité, hein, ce qu'ils font ces garçons-là. Ouais, j'aime beaucoup, moi. Je les aime beaucoup. Et voilà, on va continuer dans la foulée. On va vous faire quelques noms de food trucks de la région havraise avec S-Délice chez Vince. J'ai repéré aussi. Ouais, qui fait Je connais pas, mais tu connais, Vince, toi ouais. Bah écoute, non, j'ai vu ça. Ouais, toi aussi, t'as farfouillé sur les- Il faut sur regarder www.chezvinz.com. Je crois qu'il était sur un événement ici même là où Ouais, on est. au West Park encore. Voilà, il fait du cheese steak, je crois. Enfin voilà, Ouais. encore, faut regarder tout ça. On a eu aussi, alors j'ai Reflet des Îles, ça c'est mon pote qui est traiteur en centre-ville du Havre, mais qui fait tous les marchés avec son petit Oui, il est pas camion. loin du rond-point là. Ouais, alors, il est pas loin du rond-point Avenue pour Maréchal sa petite Joffre. boutique et il fait le marché de Montivilliers, d'Harfleur, ses boudins noirs, ses acras, il qu'on fait aime. des marmites du pêcheur de temps en temps, ça c'est assez cool. Mais version créole, ça j'aime beaucoup. Ses rhums arrangés sont pas mal aussi, mais avec modération. Faut y aller doucement, ouais, ça réchauffe bien. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Le Chat Bleu, qui est un restaurant au Havre, quartier de l'Eure si je m'abuse. Ah non, Non, le Chat Bleu, c'est. C'est où? Oh là, Michel. Je suis nul, mais moi je sors jamais de ma campagne. Le Chat Bleu, ils sont après la pizzeria Gepetto, après le tabac qui s'appelle le Week-end au rond-point, juste à l'entrée de Sainte-Adresse. Ah bah voilà, le Chat Donc Bleu. si tu les mets quartier de l'heure, Ouais, je vais me faire défoncer. Et surtout, ils ont 2 caravanes. Ils ont 2 caravanes, donc pareil, événements à domicile, et aussi ils se baladent, ça c'est chouette. Donc traiteur, j'en avais un autre, notre copain, El Chevrito. Ouais, le Chiverito, c'est William, notre ami William, qui... Alors, je ne sais pas où il est les autres jours de la semaine, notre ami, il est tous les dimanches matin sur le marché des Halles central au Havre. Et lui, c'est un Vénézuélien qui s'est installé en France il y a, peut-être à peu près 25 ans aussi, et qui fait de la street food vénézuélienne. Alors, est-ce que tu sais un peu ce que c'est, Michel ? Du tout, non, je connais pas du tout. Alors, grosso modo, il y a un grand classique de la street food vénézuélienne, ce sont les arepas. Les arepas, c'est un peu comme des tortillas, ce sont des galettes de maïs
qu'on garnit de différentes choses. Une des garnitures classiques, c'est la carne mechada. C'est la même chose que le poule, sauf que c'est du bœuf. C'est de la viande méchée. Alors avec oignons, tomates, etc. C'est une viande en général de la poitrine longues, ouais. très très longue. C'est très effiloché, très juteux. Et on met donc cette viande méchée, cette carne mechada dans les arepas. Il y a aussi la garniture qui s'appelle la reina pepiada. Ça, c'est avec de l'avocat, du poulet. Il y a aussi du végétarien. Il fait aussi les fameux tequeños, qui sont un peu des bâtonnets de fromage frit qu'il fait lui-même. Ah, c'est bon ça je connais ça. Ça c'est bon, ça se mange. Ça c'est des brûle-doigts aussi. Et c'est version américaine, idéal. c'est cheese stick. Voilà, pour perdre des tours de taille, les beignets au fromage, c'est mort. c'est ce qu'il faut. Il y a des empanadas aussi, mais qui sont un peu. Alors tu sais, les empanadas dans le continent sud-américain, chacun a un peu ses particularités. Les empanadas argentines ne sont pas celles de Colombie, ne sont pas celles du Pérou, mais bon, il y a toujours des empanadas, donc des petits chaussons qui peuvent être farcis avec différentes choses. Bref, c'est très très bon et c'est très accessible. Il fait aussi des plats cuisinés, un fameux plat avec des haricots noirs, du riz et de la viande. Enfin, et on peut se fournir chez lui. Donc salut William, et c'est très très bon, vraiment. Il faut aller à El Cheverito. Pareil, page Facebook. Vous pouvez regarder. Ouais, il annonce. El Cheverito, Cheverito, on va le dire parce que voilà. Ouais, attention, je pense qu'on mettra les adresses sur la page. Ouais, j'essaierai. Tu me les envoies et je veux bien les partager. C'est Il y a sympa, pas de souci. c'est sympa. Je vais te mettre administrateur de la page, ça va simplifier le boulot. Non, mais la page de la radio est libre, hein, vous pouvez publier. Quand ça me plaît pas, je dégage parce que soit ça n'a pas de rapport avec la gastronomie, voilà, mais sinon c'est une page libre, hein, on a le droit de faire sa pub, de producteur, de marché, de restaurant, de recherche de boulot, ça j'insiste beaucoup, c'est un petit réseau quoi, c'est le nôtre. Et ouais, Cheverito, donc j'imagine, ouais, tu disais quesadillas, etc. C'est sandwich, bocadillo. C'est petit bocadillos. Les arepas, ça se mange comme ça. Alors là, c'est vraiment typiquement, c'est de la galette, enfin cette espèce de tortilla de maïs qu'on ouvre en deux, on la garnit. Ça fait un petit sandwich qu'on mange tranquillement. C'est très agréable. Les tequeños, donc c'est pareil, c'est beignet. Tout se mange à la main. Sauf le plat, je te dis, qui est le plat national vénézuélien qui s'appelle le pavillon, parce qu'il y a les trois couleurs. Et ça, c'est sous barquette, et ça se mange plutôt à la maison. Ouais. Mais sinon, tu fais ton marché le dimanche au Hall et tu vas voir William et tu te prends. Alors c'est pareil, il peut faire des petits verres dimanche matin. Mais il a d'autres emplacements. Il faut regarder sur la page. Mais c'est très bon. La cuisine vénézuélienne de street food est délicieuse. Et sinon, notre sandwich, il vient d'où ? Eh bien, ça reste quand même le conte de sandwich, enfin plutôt du cuisinier du conte de sandwich. Du conte de sandwich, oui, c'est au XVIIIe siècle, pendant les fastes. Les fastes de l'aristocratie sont tombés parce que les guerre de Prusse, etc. Enfin voilà, tout le monde s'est foutu un peu sur la tronche. Et j'aime bien quand tu résumes l'histoire. C'est ouais, moi, ça faut que ça aille vite. T'as pas eu ton agrégation en histoire? Non, du tout. Non, j'étais pas très bon, je l'avoue. J'ai eu peur. Et du coup, l'aristocratie avait quand même beaucoup de taf parce qu'il fallait qu'ils gèrent leur domaine, qu'il fallait les guerres qui étaient actuelles. Donc, beaucoup moins de distractions. Et quand on en avait, c'était les jeux d'argent, les jeux de table, les jeux de cartes. Et un certain John Montagu, 4e comte de Sandwich, avait fait, soi-disant, demander à son chef cuisinier une tranche de roast beef entre 2 tranches de pain pour ne pas quitter la table. Non, c'est plus de la légende que... Oui, mais tu sais, toutes ces histoires de cuisine, tu sais bien que souvent c'est assez fantaisiste. Mais comme disent nos amis italiens, si non è vero è ben trovato, si c'est pas vrai, au moins c'est bien trouvé. Donc, voilà. Donc on doute de l'authenticité de cette anecdote, mais voilà, en tout cas c'est... Parce que tu sais que le sandwich ça existait bien avant ça, hein. Les Grecs l'utilisaient, ils fondaient du pain, ils mettaient de l'olive, de l'huile, du fromage qu'ils avaient sous la main. Au Moyen-Âge, c'est pareil, c'était pas pour les gens un peu aisés, mais pour les paysans, on mettait du pain, et on mettait ce qu'on avait dessus. Une rôtie, on appelait ça, voilà. Une grande tranche de pain. On mangeait du pain avec quelque chose dessus. Ça servait d'assiette. On bouffait l'assiette, du coup. Exactement. On est en train de réinventer ce qu'on est en train de refaire aujourd'hui, comme des emballages comestibles. Comme quand on sert des soupes dans des boules de pain, ça peut se manger, tu manges tout du coup. Voilà. Donc c'est pas, on mangeait déjà du sandwich avant le sandwich en fait. Ouais, mais c'est ça, le sandwich date... très longtemps, je pense que de toute façon dès qu'il y a la notion de pain, il y a quelque chose d'ancestral et on peut dire que je pense que le pain ça date pas d'hier. Voilà, c'est dès qu'il y a eu du blé. Les Égyptiens déjà au moins pour les citer mais surtout pour démystifier un peu cette légende autour du conte de sandwich, on pense que c'était plus parce qu'il passait des heures dans son bureau
parce que c'était un stratège militaire, donc il fallait qu'il bosse comme un bourrin, et il avait pas le temps de bouffer, donc il faisait venir dans une assiette 2 tranches de pain de mie avec une tranche de roast beef calée entre deux. Voilà. Bon, ça reste un peu l'utilisation du sandwich aujourd'hui. C'est vrai que tu manges un sandwich, souvent c'est quand on n'a pas trop le temps et que tu es sur un chantier, un machin. Moi j'ai fait des soirées sandwich, c'est pas mal. Tu mets 3-4 sortes de pain, un beau buffet, et les gens chacun fait ce qu'il veut. J'ai eu peur, j'ai pensé à autre chose. Mais non, non, pas de ça chez nous. Voilà, c'était pas mal, ça t'a plu ? Ça m'a beaucoup plu. C'était bien, voilà, ça me met en appétit, moi. Voilà, c'était Gastronomiquement Vôtre. Retrouvez le podcast sur toutes les plateformes de streaming et sur west-track.com. Merci Henri. Salut Michel. Merci Lucie à la réalisation. À la prochaine. Et comme disait Joël Robuchon... Et bon appétit, bien sûr.